Bonjour, je vous remercie déjà de m'avoir invité puisque ça me change un petit peu du public que j'ai habituellement pour des interventions. Donc moi je suis gynécologue obstétricienne, donc je vous parlais du sport pendant la grossesse et après pendant le postpartum. Je vais aborder donc pour les activités de loisirs et un petit peu pour les athlètes, mais c'est vrai qu'on manque un petit peu d'informations et les seules études qu'on a sont souvent pas très bonnes. Donc on va essayer quand même d'en conclure certaines choses. Déjà les problématiques en fait elles sont multiples parce qu'on sait que la sédentarité va augmenter les risques de complications obstétricales, mais souvent les patientes elles ont un petit peu peur de faire une activité, débuter, continuer, elles ne savent pas trop. Et les athlètes, elles, qui ont envie de continuer leur activité aussi, ne connaissent pas forcément les limites et jusqu'où elles peuvent aller. Donc pourquoi c'est bien de faire du sport pendant la grossesse ? Donc déjà, tous les bénéfices, ça diminue les grandes pathologies de la grossesse, donc le diabète gestationnel, la pré-éclampsie, et diminue aussi les risques obstétricaux au moment de l'accouchement, et ça diminue le risque de césarienne et d'extraction instrumentale. Et les premiers éléments qu'on a qu'on peut donner pour rassurer les patientes, c'est que le fait de pratiquer une activité physique ne va pas augmenter le risque de fausse couche et n'augmente pas non plus le risque d'accouchement prématuré. Donc le problème aussi, c'est que les professionnels de santé ne sont pas forcément informés. Déjà, les obstétriciens, il n'y en a que 1% qui va recommander une pratique sportive et même plus de la moitié des gynécos ne parlent même pas de la possibilité de faire une activité sportive pendant la grossesse. Donc les contre-indications, c'est les premières choses à connaître pour être sûr de bien orienter ces patientes. C'est déjà les contre-indications absolues, ça va être les grossesses multiples qui sont à grand risque d'accouchement prématuré. Les patientes qui ont déjà eu une histoire de fausse couche tardive ou d'accouchement prématuré qui ont bénéficié d'un cerclage ou qui ont un antécédent de béance cervicale, les patientes qui auront des saignements au deuxième trimestre et les patientes qui ont un placenta prévia après 26 semaines qui, elles, sont à grand risque de métrorragie. Les patients ayant déjà accouché prématurément, bien sûr celles qui ont rompu, ça je ne sais pas trop s'il y en a qui veulent se tenter. Les patientes qui ont une prééclampsie ou une hypertension gravidique et celles qui ont une anémie sévère. Tout ça, en fait, c'est les recommandations du collège américain, parce qu'en France, le collège ne s'est pas du tout positionné, en tout cas pour le sport. Et puis, pour postpartum, on va en parler, mais c'est pas très concluant non plus. Les contre-indications relatives, ça va être une anémie, les arythmies maternelles qui n'ont pas été évaluées, les patientes souffrant de bronchite chronique, avec une hyperthyroïdie non contrôlée, et les patientes avec une obésité morbide, ou des patients qui ont un mode de vie très sédentaire en dehors de la grossesse. A contrario, celles qui ont un BMI inférieur à 12, les patientes ayant un antécédent de retard de croissance intra-utérin et celles qui fument beaucoup. Le collège américain recommande une activité physique à 150 minutes par semaine, d'activité modérée, ou ce qui correspond à un équivalent de marche rapide, et il recommande de la pratiquer au moins 3 fois par semaine, voire tous les jours. En fait, une fois 150 minutes ne serait pas suffisant ou intéressant. Aux USA, en fait, il n'y a que 15 à 30% des patientes qui font ce genre d'activité, mais vu qu'on a dans les contre-indications l'obésité morbide et les patientes qui sont déjà sédentaires, ça diminue déjà dans leur population les patientes concernées. Donc, les points importants, c'est que chez les patientes qui n'ont pas l'habitude de faire une activité physique en dehors de la grossesse, doivent d'abord en parler avec un médecin ou un coach, quelqu'un qui pourra les informer de comment débuter une activité, comment pratiquer. Et puis celles qui ont une activité physique habituelle, qui sont sportives, là, elles n'ont pas de nécessité d'arrêter leur activité en début de grossesse. Et justement, il faut qu'elles continuent cette activité. Les limites de la grossesse, alors au premier trimestre on aura surtout une asthénie, voire des vomissements gravidiques qui vont rendre un petit peu difficile la pratique sportive. Et ensuite, tout au long de la grossesse, il y a des modifications avec la prise de poids, avec la hauteur utérine qui augmente, qui vont modifier le centre de gravité et qui vont aussi aggraver la lordose. Donc ça augmente les contraintes articulaires et rachidiennes et qu'il faudra prendre en compte dans les activités à leur proposer.
Donc les précautions qu'on doit tout de même avoir, il y a certaines études qui ont montré une augmentation du risque de fausse couche en cas d'activité à impact élevé, à plus de 7 heures par semaine, mais il n'y a pas de preuve pour limiter les activités de vitesse, d'endurance ou de la musculation. On a montré aussi au premier trimestre une augmentation du risque de défaut de fermeture du tube neural quand on pratique une activité en cas de forte chaleur ou de fièvre. Bien sûr, on leur recommandera d'éviter les sports à risque de contact ou de chute, parce qu'en plus ça va être augmenté avec cette modification de ce centre de gravité et que le risque de chute peut être à risque aussi de décollement placentaire. On leur demandera d'éviter, enfin, on les contre-indiquera à la plongée parce que le fœtus n'est pas protégé des accidents de décompression. Et puis, chez les patientes qui ont une vie inférieure à 2500 mètres, il ne faut pas qu'elles débutent une activité en altitude. Bien entendu, du fait des modifications du poids et de la grossesse, il faut éviter le décubitus dorsal prolongé parce qu'on a les risques de compression cave avec tout ce qui s'ensuit et donc du coup, il faudra adapter les activités. Ce qui recommande en fait pour une activité d'intensité acceptable, ça serait de maintenir une conversation pendant toute l'activité. Les feux rouges en fait, qui donnent pour arrêter toute activité, ça vient un peu de soi, je pense. Donc en cas de saignement, si les patientes commencent à avoir des contractions douloureuses et régulières, si elles perdent du liquide, ce qui sera parfois difficile de différencier avec des pertes d'urine, si elles sont dyspnéiques avant de commencer leur activité, si elles présentent des céphalées, des vertiges, une douleur thoracique ou des œdèmes importants. Donc, au final, qu'est-ce qui est recommandé pour les activités de loisirs? Donc, la marche rapide, le yoga et pilates avec des positions adaptées, notamment pour le décubitus dorsal, le vélo stationnaire parce que sinon, ça serait à risque de chute, la course à pied et les sports de raquettes. Malgré tout, ça c'est la société américaine, il y a d'autres sociétés qui demandent d'éviter les sports de raquettes parce qu'il y a des impacts importants et des risques de chute. Donc j'ai regardé un petit peu pour voir sur YouTube ce qu'on proposait à la femme enceinte comme activité. Alors vous voyez, il y a pour tous les termes et puis en fait c'est assez divers et ça pullule en ce moment tout ce qui est vidéo pour les exercices à la maison. Donc on a aussi recherché si le fait d'avoir une application pour favoriser l'activité physique améliorait la compliance des patientes. Ils ont fait 2 groupes, donc c'est une étude randomisée. Soit les patientes avaient un coaching et une application pour soutenir, ou bien un coaching seul. Finalement, il n'y a aucune différence entre les 2 groupes. Les arguments donnés par les patientes pour ne pas utiliser l'application, c'est que finalement, avec le coaching, elles ont suffisamment d'informations, elles n'ont pas besoin d'avoir plus d'informations. Et puis, sinon, elles sont trop occupées, elles ont des oublis, elles ont même oublié qu'elles avaient une application. Donc, ça n'aide pas à entretenir l'activité physique. Donc, dans les activités contre-indiquées, on a parlé de tous les sports à risque de chute ou de contact, la plongée et les sports en altitude. Pour l'athlète, là c'est un petit peu particulier, il faut éviter les entraînements avec une VO2 max supérieure à 90%. Comme au premier trimestre, on a dit que l'hyperthermie pouvait augmenter le risque de défaut de fermeture du tube neural, il faut que les athlètes restent à moins de 38 degrés, et en général ce qui correspond à une VO2 max de 60 à 70%. Les exercices en décubitus dorsal, on préférera les réaliser avec une inclinaison à 45 degrés. Et pour protéger le périnée, on leur apprend à bloquer le périnée pendant tous les exercices en début de grossesse. Chez la sportive de haut niveau, on se pose la question de l'accouchement. Certaines pensent qu'avec un périnée plus tonique, elles ont plus de risques de déchirure ou de césarienne, et finalement, ça n'a pas été démontré. Il n'y a pas non plus d'augmentation du risque des déchirures graves, donc de périnée complet ou de périnée complet compliqué. Et on trouve aussi qu'elles ont une diminution de la durée de la première phase du travail qui correspond entre le début de travail et la dilatation complète.
On peut se poser aussi la question de la voie d'accouchement pour ces patientes-là. Certaines voudront préserver leur périnée et souhaiteront une césarienne, mais on n'a aucun argument pour leur recommander de pratiquer une césarienne programmée, parce que en plus la récupération sera plus difficile, avec une asthénie plus intense dans le postpartum, des douleurs, et puis du fait de l'arrêt de l'activité, elles ont une perte de la masse musculaire qui arrive très tôt et qui peut se prolonger. On leur recommande de diminuer leur niveau d'exercice en postpartum d'une césarienne du fait de la faiblesse de la peau-névrose et qui, elle, a été démontrée qu'il y a une récupération assez lente, en 6 à 7 mois. Au niveau périnéal, l'accouchement voie basse provoque des lésions de démyélinisation dont 80% récupèrent. Le plancher pelvien, lui, récupère en moyenne entre 4 à 6 mois. Il y a 20% dans la population générale qui présentent des avulsions du muscle puborectal et pour lesquelles en fait, on n'a pas vraiment d'action et qui récupèrent en 6 semaines et 1 an. Donc, on sait aussi que la reprise précoce d'une activité physique intense, on ne sait pas vraiment ce que veut dire précoce, mais augmente le risque d'incontinence urinaire et de prolapsus. Donc, le postpartum, actuellement, on parle aussi du 4e trimestre de la grossesse, de la dégestation. C'est une période, en fait, où il y a des modifications qui sont multifactorielles, qui sont à la fois physiques et psychiques et qui demandent de l'adaptation. Alors, ça nécessite un réajustement des fonctions physiologiques et hormonales, ça met en place la lactation, l'allaitement, qui aussi, d'un point de vue avec le bébé, l'installation du lien d'attachement, et de nombreux remaniements identitaires, familiaux et sociaux, et notamment dans la pratique sportive. Donc tout ça, je pense qu'il est important de prendre en compte dans le postpartum pour toutes les femmes, et notamment chez les athlètes. Alors, globalement, on aura différentes plaintes. Les plaintes musculo-squelettiques avec les troubles de la statique pelvienne en termes d'incontinence urinaire d'effort et de prolapsus. Alors là, c'est les recommandations du Collège français de gynéco qui ont un petit peu posé des questions, puisque en l'absence d'évidence importante, n'ont pas recommandé en règle générale la rééducation. Leurs arguments, notamment pour l'incontinence urinaire d'effort, étaient que l'incontinence urinaire d'effort disparaissait spontanément pour 85% des patients dans les 3 mois du postpartum. Donc, et qu'en plus, la rééducation, elle est efficace à court terme, à 1 an, mais elle n'est pas efficace à long terme, pour protéger de l'incontinence urinaire à distance. Et aussi, ils avaient retrouvé dans quelques études que la rééducation n'était pas plus efficace que de simples conseils que pour l'auto-entraînement de la patiente. Donc, en absence d'incontinence urinaire d'effort après 3 mois du postpartum, il n'y a pas besoin de réaliser une rééducation, en tout cas c'est non recommandé. Et si, chez ces patientes-là qui ont toujours une incontinence urinaire d'effort, la rééducation en fait repose sur les exercices de contraction volontaire autonome par la patiente, qu'elle réalise elle-même, mais qu'il faut guider par 3 séances par un professionnel au début. Les techniques de biofeedback ou d'électrostimulation peuvent être utilisées, mais en plus de ces exercices autonomes. Pour les femmes sportives, en fait, il n'y a pas d'augmentation de la prévalence de l'incontinence urinaire. Et on sait que pour la pratique sportive, si l'incontinence urinaire persiste et est gênante pour leur activité, on peut leur proposer un PCR qui pourra améliorer les troubles pour 60% des femmes. Pour le prolapsus, on observe qu'il y a 1/3 des patientes qui ont un prolapsus de stade 2 au 3e trimestre de la grossesse et qui se corrige spontanément dans l'année qui suit l'accouchement. Il y a uniquement 12% des patientes qui sont symptomatiques pour ce prolapsus. Les recommandations sont pareilles, pas forcément basées sur grand-chose puisqu'il y a peu d'études. Ils ont comparé des rééducations en groupe et des conseils simples de contraction du périnée qui ne montraient pas de différence à 6 mois en termes de prolapsus. En revanche, c'est sur des rééducations en groupe. Il n'y a pas d'études sur les séances individuelles. Donc, ils n'ont pas recommandé la rééducation. Pour le diastasis des grands droits, on
trouve 60% des patientes qui ont une persistance d'un diastasis à 6 semaines du postpartum. Il n'y a aucun consensus à réaliser sur le type, aucun consensus sur le type d'exercice à réaliser entre les abdominaux classiques, la planche ou des fausses inspirations bloquées. Ça n'a pas du tout montré différence et la rééducation abdominale n'est pas recommandée dans ce contexte. Pour les douleurs de la ceinture pelvienne et douleurs rachidiennes des patientes, à 6 semaines du postpartum, elles persistent chez 20% des patientes et à 6 mois encore chez 12%. On a remarqué que la pratique d'une activité physique pendant la grossesse ne modifiait pas l'incidence des douleurs, mais améliorait leur intensité. Les différentes techniques qui ont été testées pour diminuer ces douleurs montrent des études discordantes surtout. En ce qui concerne la dysfonction sexuelle, la perte du désir en postpartum, elle est multifactorielle, aussi bien par l'asthénie, par l'attachement au nouveau-né, par les lésions du périnée. On sait que la dysfonction sexuelle s'améliore dans la première année. En revanche, les dyspareunies touchent plus de 25% des femmes. Elles disparaissent spontanément pour la moitié dans les 6 à 7 mois du postpartum et pour les 2/3 des patientes dans les 12 à 18 mois. Mais on n'a pas trouvé d'amélioration grâce à la rééducation. La dépression du postpartum, ça touche, alors le blues uniquement touche 50 à 80% des femmes et la dépression réelle, ça touche 13% des patientes. On sait que la pratique d'une activité physique diminue le risque de dépression, mais j'ai trouvé aucune donnée pour la sportive de haut niveau. En ce qui concerne l'allaitement, on sait que d'allaiter diminue l'asthénie, puisque avec la sécrétion d'endorphines et d'ocytocine, ça favorise un réendormissement rapide et la prolactine favorise le réendormissement en sommeil profond. Mais il n'y a aucun impact sur la performance des coureuses. On n'a pas d'argument pour mettre en évidence une diminution de la lactation ou une diminution de la qualité nutritionnelle en cas d'exercice intense. Le collège américain recommande de veiller à une bonne hydratation avant l'exercice, d'allaiter avant l'exercice ou bien pour tirer son lait avant, tout simplement pour éviter un désagrément d'un engorgement en cas d'activité prolongée. Et on retrouve que les brassières de sport ne sont pas adaptées à l'allaitement, sont trop serrées et provoquent un inconfort important. En termes de récupération, on a peu d'études qui vont nous permettre d'avoir un délai, de recommander un délai. On sait que les auto-exercices du périnée ils peuvent être débutés immédiatement après l'accouchement, mais que les exercices d'endurance doivent être pris progressivement. On pense qu'il faut réaliser une précontraction périnéale en cas d'exercice avec augmentation de la pression intra-abdominale et qu'il faut commencer par travailler les muscles du dos et les muscles abdominaux. Et dans un premier temps, il faudra recommencer le sport de prédilection à un niveau inférieur avec augmentation progressive de l'activité. Le retour à la compétition peut être étudié aussi, parce qu'il y a aussi peu de femmes qui sont enceintes pendant leur activité. Dans une étude chez les sportives norvégiennes, 77% des femmes interrogées retrouvent leur niveau antérieur après la grossesse. On sait que pour le marathon notamment, on peut reprendre un entraînement classique dès 1 mois après l'accouchement et que pendant la grossesse, en fait, il y a une amélioration des compétences techniques, voire une amélioration des records et donc qui pourra être repris après la grossesse. Les éléments qu'on a pour une récupération totale, c'est dans l'armée qu'on les retrouve, où en fait les patientes retrouvent un score antérieur à la grossesse en 2 à 4 mois après l'accouchement, en 2 à 24 mois après l'accouchement, avec une moyenne de 11 mois en fait pour récupérer leur niveau antérieur. Mais on est vraiment embêté par le manque d'études. Donc en fait,
Pour finir, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'activité physique doit être poursuivie pendant la grossesse. On peut adapter son activité, mais toujours avec l'aide d'un professionnel pour respecter les contre-indications. On peut diminuer l'intensité de l'activité, mais c'est même pas nécessaire de diminuer la fréquence de cette activité. Et que pour l'accouchement, en fait, il n'y a pas de voie d'accouchement qui est la meilleure. Que la reprise du sport dans le postpartum est possible et assez rapidement. Et que pour les patientes, les sportifs qui ont un sport à activité à haute intensité ou à haut impact, il faut attendre l'évaluation du postpartum à 6 semaines de l'accouchement pour pouvoir reprendre l'activité. Voilà.